C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance résolument pro-risque sur les marchés. Depuis quelques jours maintenant, cette ambiance risk-on se diffuse et continue de se diffuser en cette fin de semaine, appuyée évidemment par cette mécanique de désinflation qui commence à donner des signes assez matériels aux États-Unis. Nous reviendrons bien sûr sur le rapport mensuel sur l'inflation pour le mois de juin aux États-Unis qui a été publié hier et qui vient donc entretenir cet appétit pour le risque chez les investisseurs. Un appétit qui se matérialise par des indices actions aux États-Unis qui sont au plus haut depuis 15 mois maintenant, des indices actions en Europe qui retrouvent le haut de leur range de fluctuation avec un CAC 40 qui est revenu sur le niveau des 7400 points au cours de cette séance avec une progression de 0,7% aujourd'hui encore. On notera le pétrole avec un baril de Brent à $80 qu'on n'a pas vu depuis quelques mois maintenant à ces niveaux-là. Les actions chinoises emmenées par la tech chinoise qui rebondissent depuis quelques jours. On a vu une belle performance des marchés à Hong Kong ce matin encore. Et puis peut-être le signe le plus évident d'un appétit pour le risque ou d'une ambiance qui change d'une semaine à l'autre d'ailleurs, c'est la baisse accélérée du dollar contre un ensemble de devises et face à l'euro notamment, l'euro-dollar qui revient sur les niveaux de 1,12 alors qu'on était à 1,0850 il y a une semaine à peine. Voilà donc pour le descriptif du moment sur les marchés. Les explications et l'analyse de nos invités évidemment à suivre dans un instant avec la partie micro qui est en train de prendre la relève. Nous avons eu les tout premiers résultats des grands groupes américains aujourd'hui, ceux de PepsiCo notamment qui s'avèrent bons, très bons puisque le groupe PepsiCo relève à nouveau ses prévisions financières pour l'ensemble de son exercice. Nous aurons demain les premières grandes banques américaines qui publieront leurs résultats du deuxième trimestre et puis la série suivra évidemment pendant encore 3 semaines au moins. Ce sera le gros morceau pour les investisseurs à travers ce mois de juillet. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur la sphère émergente pour redresser un bilan de la première partie d'année 2023 et évoquer les perspectives pour le reste de l'année dans ces marchés émergents, obligataires et actions. C'est Thaïs Battista, spécialiste des émergents et gérante chez Shelter Prince Gestion qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, en ouverture d'émission chaque soir. Avec vous, Alix Nguyen, le résumé de la séance. Une séance qui est à nouveau une séance de hausse pour les actions européennes notamment. Oui, toujours sous l'effet du nouveau ralentissement de l'inflation en juin aux États-Unis. Les États-Unis, où un nouvel indicateur d'inflation a été publié aujourd'hui, celui des prix mensuels à la production de juin. Ils ont moins progressé qu'attendu. L'indice ressort en hausse de 0,1%. Le dollar est au plus bas en 16 mois face à l'euro du fait du ralentissement de l'inflation. Les investisseurs misent sur une divergence des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. À cet effet, la BCE pourrait devoir continuer à relever ses taux d'intérêt au-delà de juillet et d'ainsi ramener l'inflation à son objectif. C'est ce que montre le compte-rendu des débats de la dernière réunion publié aujourd'hui à 13h30. Et puis la série des résultats aux États-Unis commence aujourd'hui avec tout d'abord Delta Airlines qui relève ses prévisions pour l'ensemble de son exercice. Oui, ses bénéfices pour le deuxième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street quant au boom continu des voyages post-Covid. Son titre décolle. PepsiCo relève pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices. La société mise sur une demande soutenue et des hausses de prix. Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 10% en 2023. Dans l'actualité des grandes banques américaines, Goldman Sachs a vendu pour $1 milliard de prêts aux particuliers de son unité de consommation Marcus à la société d'investissement alternatif Varde Partners. C'est une info Bloomberg.
Et puis, consolidation dans le secteur pétrole et gaz avec le groupe américain ExxonMobil qui annonce aujourd'hui l'acquisition de Denbury. Oui, il s'agit d'une société américaine spécialisée dans la captation de CO2, valorisée 4,9 milliards de dollars pour cette transaction entièrement réalisée en actions. Meta Platforms est sur le point de lancer une version commerciale de son modèle d'intelligence artificielle. Il permettra aux startups et aux entreprises de créer des logiciels personnalisés. Le conseil d'administration de Walt Disney a prolongé pour 2 ans le contrat du directeur général Robert Iger. Et puis l'autorité américaine de la concurrence fait appel de la décision d'un juge fédéral selon laquelle il autorise Microsoft à racheter pour 69 milliards de dollars l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Et puis la spirale infernale se poursuit pour Casino qui voit son titre à nouveau plongé après une révision à la baisse de ses ventes pour le 2e trimestre. Et oui, alors qu'on apprend presque simultanément que les plans de sauvetage du distributeur pourraient être plus généreux que prévu. Son concurrent, Carrefour, est en hausse après avoir conclu un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'achat des enseignes Cora et Match en France. Et puis, on note la baisse d'Orpea après l'abaissement de ses perspectives. Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane d'être avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM et à nos côtés enfin Gilles Guibou. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Revenons quand même 24 heures après sur ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Jeanne, l'inflation globale mesurée sur un an a été divisée par 3 entre juin 2022 et juin 2023, passant de 9 à 3% d'une année sur l'autre. Comment est-ce qu'on passe de 3 à 2 ? C'est un peu la question. Est-ce qu'on a les ingrédients dans le rapport et les détails de ce rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin qui permettent d'être confortables dans l'idée que la cible des 2% est atteignable? Et si oui, avec quelle dose supplémentaire ou non de resserrement monétaire? Alors, on a une composante qui reste relativement visqueuse, c'est les services hors énergie. Mais dans cette partie services hors énergie, il y en a déjà qui commencent à ralentir très nettement. On a vu la santé dont les prix baissent. On voit donc, ça bouge aussi. Le transport également. Celle qui reste relativement élevée, c'est la composante logement, la fameuse composante logement. On est encore à 7,9. Voilà. Donc ça, apparemment, cette inflation, cette composante a réussi à faire un pic. Donc on est sur la voie de la décélération. Si on se fie à des indicateurs avancés qu'on peut voir notamment dans les prix de l'immobilier, alors ils sont avancés en gros entre 1 an et 1 an et demi. On voit a priori une décélération marquée sur l'année à venir. Et on garde à l'esprit quand même que cette composante logement, c'est 40% de l'inflation cœur totale, pas des services, totale. Ah ouais. Donc ça, c'est une composante qui va effectivement jouer énormément. Et souvent, d'ailleurs, ces derniers temps, c'est intéressant, la Fed a l'air de dire on regarde ce qui se passe hors logement. Oui. Ce qui est assez paradoxal, mais voilà. Donc, oui, il y a a priori les moyens, surtout que il y a des éléments quand même qui tentent à dire que l'inflation salariale se modère. Alors, on a vu le livre beige de la Fed nous donne des signaux là-dessus. Ouais. Il y a les enquêtes et on a, aux États-Unis, on a plus de chiffres, mais on a eu les chiffres de mai et de juin qui montrent, alors c'est pas très violent, mais c'est quand même assez notable. Et quand vous regardez, c'est des éléments, des enquêtes importantes en termes d'impact salarial. Si vous regardez auprès des petites entreprises, elles vous disent là aussi que les tensions sur le marché du travail sont en train de se résorber. Ouais. Voilà, donc il y a des éléments suffisants. Alors, on ne peut pas dire que ça va revenir à 2%
dans 6 Non, mois. moyen terme. Moyen terme et... D'accord. Voilà. Alors, effectivement... Et ça, sans que la Fed ait besoin d'en faire plus à ce stade que 500 points de base ou 525 si on intègre la hausse de juillet qui semble... Alors, il y a pas mal de façons de le voir. La Fed a sorti des indicateurs récemment intéressants. Il y en a un dans lequel elle essaye d'évaluer les conditions financières, donc la nature du resserrement, mais elle les chiffre en impact sur la croissance à venir. C'est rare. Habituellement, les conditions financières sont mesurées autrement et elle dit au stade où on en est, ça devrait réduire la croissance de 1 demi-point. Ça n'a pas l'air énorme. Mais de l'autre côté, il y a la Fed de San Francisco, très intéressant, nous dit oui, si j'essaye de caractériser les conditions financières comme étant uniquement une hausse de taux et pas Oui, je comprends. la guidance. Qu'est-ce que ça équivaut en termes de hausse de taux ? On est presque à 7% au mois de juin. De taux directeur ? Oui, en équivalent taux directeur. Ouais, donc c'est 200 points de base de plus que les taux directeurs effectifs de la Fed aujourd'hui. C'est 6,86. Donc en fait, le resserrement est quand même très substantiel. D'accord. Il se peut que la Fed attende un bon moment une fois passé le mois de juin. Ouais. Le mois de juillet. Le mois de juillet, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Donc le plateau commence pour vous au mois de juillet, là. A priori. Ouais. Plus grosse probabilité que ça commence au mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ensuite des surprises plus tard, mais pour nous, oui. Est-ce qu'on peut passer... Comment on passe de 3 à 2, Mabrouk ? Et est-ce qu'on peut, sachant qu'on est passé de 9 à 3 avec un taux de chômage qui est resté comprimé entre 3,5 et 3,7, je crois que c'est 3,6 la dernière marque du taux de chômage, c'est quand même important dans l'équation. Est-ce qu'on peut imaginer de passer de 3 à 2 en essayant de maintenir ce qui apparaît être une forme de Goldilocks ? Tout dépend de ce qu'on regarde en fait. Donc si on regarde l'inflation totale, alors oui, elle pourrait effectivement encore descendre, modulo effectivement ce qui va se passer sur la partie énergétique, donc toujours les effets de base négatifs qui sont de plus en plus négatifs. Donc du coup, ça peut continuer à peser sur l'inflation totale. Et donc là, pour le deuxième mois consécutif, on a une inflation énergétique qui contribue négativement à l'inflation totale. L'inflation sous-jacente baisse, moins 0,3 ou moins 0,4 points par rapport au mois précédent en glissement annuel. Néanmoins, effectivement, là encore, il y a quand même des résistances assez fortes. Et je pense que la Fed va se focaliser sur cette inflation sous-jacente. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Fed en a fait suffisamment pour permettre à cette inflation sous-jacente d'arriver sur un niveau, alors 2%, il faut oublier là aussi, mais sur un niveau moyen, entre guillemets, qui graviterait autour de 2%. Et à mon sens, oui, à mon sens, effectivement, il n'y a pas de raison d'en faire plus. Et s'il faut en faire davantage, ça voudrait dire que la Fed accepte encore une fois le débat, c'est-à-dire on tue la demande pour arriver rapidement à notre cible. Est-ce que la Fed a besoin de se presser ? Pas vraiment. La Fed aujourd'hui montre que globalement les 500 points de base, ou quand on prend un shadow rate, effectivement, on a une politique monétaire qui était beaucoup moins accommodante que ce que nous montrent effectivement les taux directeurs. Et bien finalement, ça suffit pour arriver finalement à cette target finalement moyenne autour de 2%, 2-3% mettons. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est même si on en rajoute 25, 50, 75, est-ce qu'on va avoir finalement l'effet escompté sur l'inflation ? En fait non, puisque sinon le job est déjà fait et on risque... L'efficacité marginale d'un nouvel ajustement est quasi nulle aujourd'hui. Alors pourquoi ils vont monter les taux en juillet ? Alors quel va être leur argument pour décider, justifier 25 points de base de plus en juillet ? La question, on peut la retourner, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une pause aussi on s'est posé. L'erreur de politique monétaire, finalement, pour moi, elle est derrière nous. Mais les 25 points de base ont été annoncés, donc ils vont le faire. Et en fait, ce sera le meilleur moyen, à un moment donné, pour annoncer le plateau. Le plateau, le higher for longer. Donc là, on est parti, effectivement, sur la pause monétaire, la vraie. Le faire après une dernière hausse de taux, c'est le bon moment pour annoncer un plateau. Oui, parce que là, finalement, personne ne l'attend, cette pause. Et donc, du coup, ça pourrait introduire encore de la volatilité sur le marché obligataire, où il n'y en a pas vraiment besoin. C'est déjà assez compliqué. On a des marchés qui prennent moins 20, plus 20, plus 20, moins 20, en fait, d'une semaine à l'autre. Bon, c'est pas le moment d'en rajouter. Bon. Et quand on dit tout ça, finalement, il y a, dans la fonction de réaction de la Banque centrale, il y a aussi un autre paramètre dont on parle assez peu, mais qui va forcément revenir sur le devant de la scène à un moment donné, d'ici la fin de l'année, c'est la stabilité financière. À un moment donné, faire 25 points de base ou 50 sur l'inflation, aucun impact, enfin en tout cas assez peu. En revanche, si on commence à rehausser de manière assez substantielle les taux d'intérêt, le taux auquel effectivement les entreprises vont devoir se refinancer l'an prochain va être, on va dire, va commencer à devenir problématique. Et la Fed, effectivement, de Kansas City a publié une étude très intéressante où elle montre effectivement que ce montant, finalement, de dette arrivant à maturité entre 2023 et 2024 va être multiplié par 3. Donc ça veut dire que le niveau de refinancement, la quantité, en fait, à refinancer de dette va être, on va dire, assez substantielle. Et donc,
la question du niveau des taux va être également déterminante. Donc la Fed n'a pas intérêt, entre guillemets, à jouer, entre guillemets, les troubles faits là-dessus, parce que gérer en fait une crise de financement sur le marché effectivement corporate, donc de la dette privée, de la dette d'entreprise, peut effectivement être plus compliqué finalement qu'à gérer qu'un problème d'inflation. Question encore un peu macro, mais à vous deux, est-ce que partant de l'idée effectivement qu'il y aura cette persistance, ce higher for longer qui va s'installer pendant quelques temps, est-ce qu'on peut éviter une forte remontée du taux de chômage malgré tout? Ou est-ce que c'est encore un sujet ouvert pour demain? On a réussi jusqu'à présent, ils ont réussi jusqu'à présent. Est-ce que, partant de la situation actuelle, est-ce que c'est encore possible de maintenir cet équilibre demain? Si la croissance ralentit, on va dire, de manière, assez significative, même pour passer autour de 0 l'an prochain, le taux de chômage, effectivement, va monter de manière, on va dire, quasi mécanique. Mais pas à 10%, quoi. Non, pas à 10%. D'accord, c'est pas le sacrifice. Non. Personne, effectivement, ne voit le taux de chômage monter au-delà de 5-6% à la limite. Bon, c'est quand même une croissance assez substantielle, plus 2,5 points, c'est quand même beaucoup. Mais la question est de savoir, en fait, d'où vient finalement ce taux de chômage hyper bas. Il y a à la fois des effets liés à la conjoncture, mais des effets de structure également. Ouais. Et ces effets de structure ne vont pas disparaître de sitôt. Et donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Ce taux de chômage ne va pas forcément, effectivement, revenir vers ces niveaux d'équilibre, comme le Nérou, enfin 4,5, pas tout de suite. Et donc, ce qui fait dire que l'inflation, de toutes les façons, elle aussi, ne va pas revenir sur ce fameux 2%. On va devoir shifter, en fait, tous les niveaux un peu à la hausse. Est-ce que l'économie américaine, peut traverser les prochains mois en maintenant là, cet équilibre qu'ils ont réussi à obtenir, à préserver ces derniers trimestres, Jeanne? C'est en fait beaucoup lié à la fois au taux d'offre d'emploi des entreprises, ce qui ça est lié au dynamisme, aux marges, etc. Mais c'est aussi beaucoup lié au fait que, certes, le taux de participation sur la tranche 25-54, lui, il est remonté au plus haut. Taux d'emploi est à plus de 80%, c'est ça pour cette tranche d'âge. Je l'ai su pour le taux. Et là, c'est historique. Il est monté au plus haut. Mais les plus de 55 ne sont pas revenus au travail après le Covid. Donc, c'est une réalité. Et chez les jeunes, c'est plus compliqué à analyser parce que ça dépend quelle tranche on utilise et qui va à l'université. Il y a des études aussi pour certains. C'est un petit peu... Mais il y a quand même une notion de, on va dire, de pénurie. Et on la retrouve d'ailleurs dans d'autres pays. C'est-à-dire que le ratio entre les offres et les nombres de chômeurs reste élevé, même s'il se normalise. Et on peut penser que ça va prendre du temps encore à se normaliser. Donc, ça veut dire que la Fed aurait le trajet rêvé. Elle en rêvait, elle l'avait montré sur les courbes de Beveridge. Elle rêvait d'une descente. Oui, mais enfin, entre ce qu'on rêve, ce qu'on fantasme et ce qu'on arrive à achever. Ah ben non. Tout le monde se moquait de la Fed, mais en fait, elle réussit gentiment avec. Elle fait un job. Non. On a évité de trop se moquer de cette idée du et puis bon, on peut suivre. De toute façon, on a des inscriptions hebdomadaires. On a vu encore celle aujourd'hui. Ouais, c'est moins de 250 toujours. C'est grave. Il y a un point quand même dernier, en fait, qui est assez troublant hier avec la publication du chiffre d'inflation, c'est quand on regarde la réaction du marché, notamment sur les break-even d'inflation, sur les points morts. Fait extrêmement curieux, donc je me suis dit à la limite que le cours baisse et que le long ou moyen long terme, effectivement, reste stable, puisque globalement, on voit une inflation peut-être un peu plus forte, enfin légèrement plus forte que avant la période du Covid, c'est quelque chose de normal. Bon, le problème, c'est que tous les segments ont monté, en fait. Et là, effectivement, donc ça explique aussi, on va sans doute y revenir sur le marché action, la réaction, on va dire, euphorique. Les taux réels, je sais qu'effectivement, c'est une des variables maîtresses, effectivement, qui entre guillemets, donne un peu le là sur les marchés, notamment d'actifs risqués. Les taux réels baissent de nouveau. Et ça, est-ce que c'est le moment pour voir, effectivement, les taux d'intérêt baisser, alors même qu'on veut maintenir des conditions financières, entre guillemets, on va dire non accommodantes, pas non plus hyper dures, mais en tout cas pas non plus suffisamment accommodantes pour revoir effectivement le cycle repartir? C'est une vraie question. Ça veut dire que le verbe va être important là, dans cette phase-là du higher for longer, pour maintenir vraiment ce niveau de taux sans devoir en faire plus. Ça veut dire que la communication va être... C'est exactement la situation de novembre-décembre dernier, en fait, où Christine Lagarde avait dû durcir de manière extrêmement forte le ton, parce que les taux d'intérêt réels étaient repassés en territoire négatif. Gilles Guiboud. Non, après ce petit exposé inflation macro, je voulais absolument qu'on le fasse. Vos commentaires et allons-y sur le sujet micro, parce qu'on va avoir des détails sur les stratégies prix des entreprises. Là, moi, je constate dans les enquêtes, elles sont de moins en moins nombreuses, les entreprises, à nous dire qu'elles vont continuer de monter les prix de sortie pour le consommateur. Peut-être juste pour réagir sur ce dernier point, c'est qu'on voit que les réactions de certains membres de la Fed depuis hier
c'est qu'ils ont répété qu'il y aurait plusieurs hausses de taux. Ils maintiennent le message de plusieurs hausses. Ouais. Et Pour maintenir l'illusion, quoi. Au moins pour maintenir l'illusion. Alors maintenant, sur les marchés actions, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si effectivement on est déjà à l'anticipation de plateau et peut-être de baisse, ça veut dire que finalement on peut peut-être réenclencher une mécanique de stabilité, expansion du multiple de valorisation. Je dis stabilité parce qu'en réalité, le multiple de valorisation, notamment aux États-Unis, il est déjà avec une prime par rapport à sa moyenne historique. Et on n'est jamais passé en dessous. Donc, le marché est déjà une partie du marché est déjà dans l'anticipation qu'en fait, on peut payer un peu plus cher. La vraie question, c'est où vont aller les résultats, alors même qu'on voit des signes de ralentissement. Et alors là, les résultats, il y a plusieurs commentaires. C'est que l'économie va ralentir, mais pour les sociétés américaines, finalement, et en tout cas pour les PepsiCo dont on vient de parler, finalement, la baisse du dollar, ça fait de la croissance de chiffre d'affaires en plus. Alors, effectivement, c'est pas de l'organique, mais à la fin, ça a quand même un impact sur les résultats totaux que vous allez réaliser, parce que les résultats que vous réalisez, les résultats que vous rapatriez, ils valent quand même plus. À l'inverse, les sociétés européennes, on va rentrer dans une période un peu plus difficile. On a déjà eu DSM Firmenich qui, dans son profit warning... C'est quoi, de la chimie ? C'est de la chimie. Chimie, hein. Alors, c'est des ingrédients alimentaires. Ouais, mais on parle beaucoup de la chimie, parce qu'ils sont quand même dans ces positions intéressantes. Dans l'avertissement sur résultats qu'ils ont fait au mois de juin, ils ont mentionné un taux de change qui devenait moins porteur. Alors, en plus, ils sont en francs suisses. Mais ce matin, Continental, dans son profit warning, mentionne à nouveau le taux de change. Alors, je faisais un calcul rapidement. Ce qu'on dit généralement, c'est que l'Europe, c'est 50% du chiffre d'affaires qui est fait hors d'Europe. Si on s'accorde sur le fait que ces 50% sont faits en dollars, ce qui n'est pas le cas, mais pour la simplicité du calcul. On regarde le niveau moyen du dollar sur le deuxième semestre l'an dernier, c'est 1,01. Oui. Aujourd'hui, on est à 11. Oui. On est à 11. Oui. Donc, en gros, il y a 10%. 10% sur une année, sur un semestre, ça veut dire que c'est 5% d'impact. Ouais. Donc, sur 50% de jouer digital, ça veut dire que les résultats d'entreprise pour l'ensemble du marché vont baisser sur l'affiché de 2,5. Ouais. Et après, c'est pas aussi simple sur les résultats nets parce qu'en fait, il y a aussi des coûts qui peuvent être en dollars, il peut y avoir de la dette en dollars. Mais néanmoins, l'impact, il n'est pas positif. Oui, je comprends. Donc, à affiner, mais l'impact n'est pas positif. N'est pas positif. Et comme en plus, généralement, les marchés financiers aiment payer pour la croissance, la réalité, c'est que la croissance il va y avoir une pression sur la croissance publiée. Attention, sur la croissance publiée, pas forcément sur la croissance organique, mais sur la croissance publiée. Et on l'oublie, mais l'an dernier, les sociétés, elles avaient fait un deuxième semestre extraordinaire, parce que sur l'ensemble de l'année, les impacts de change, c'est entre 7 et 8%. C'était massif. Donc cette année, on va rentrer dans un deuxième semestre qui, pour les actions européennes, va être un peu moins porteur. Et ça, c'est pas déjà pris en compte par les marchés. Je voyais à nouveau les écarts, la décote de valorisation quand on prend le PE forward entre les actions européennes et les actions américaines. C'est plus 30, c'est 36% alors, maintenant. Quand on regarde la façon dont fonctionnent les analystes, généralement, la plupart du temps, le taux de change, il leur est donné par leur stratégiste ou leur économiste, et donc ils font pas forcément, ils intègrent pas forcément ces observations de séquentiel de où est-ce qu'on était le semestre précédent, de l'année précédente, et donc ils prennent pas. Alors ils vont le finir par le prendre en compte, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Et donc ça peut être l'objet d'une révision à la baisse à mesure que ça vient. Petit tour de table dans vos maisons respectives, à commencer par AXA, c'est quoi la vue sur le dollar et l'euro-dollar fin d'année, s'il faut avoir des chiffres en tête? Désolé, mais puisqu'on en parle. Alors, je suis désolé, je vous paye peut-être à froid. Là, effectivement, Gilles n'est pas en charge de la prévision macro chez AXA. Ce que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, il s'attendait à quelque chose aux alentours entre 1,10 et 1,15. D'accord. Maintenant, d'accord. Donc, si effectivement on est là, si effectivement on doit s'arrêter là, de toute façon, ça fait que l'impact séquentiel, il est quand même. Il y a déjà un impact. Donc, il y a déjà un impact. En une semaine, ça allait très vite. C'est 400 pips qu'on a pris sur l'euro-dollar. Mais du coup, ça, on va le voir. Donc, après, si en plus de ça, on a effectivement des signes de ralentissement qui se multiplient, on n'aura pas de révision à la hausse. Donc, maintenant, US versus Europe. L'Europe, aujourd'hui,
quand on regarde la décote, il faut toujours faire attention aux effets de structure. L'Europe, aujourd'hui, elle est facialement pas chère parce qu'on a 3 secteurs qui vont peser pour, allez, un petit 30%. Ouais. La finance, le pétrole Ouais. et l'auto, Ouais. qui sont à des niveaux historiquement bas De valorisation. de valorisation. Retraités de ces 3 secteurs, Ouais. et pas l'immobilier, mais l'immobilier c'est 1 ou 2%, je le mets dans les financières. Mais retraités de ces 3 secteurs, en Les réalité, faire. le marché, il traite en ligne avec ses moyennes historiques, voire légèrement au-delà. Donc la question qu'on va se poser, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que les taux vont baisser? Et à ce moment-là, alors en Europe, c'est sans doute pas le cas, et donc il n'y a pas de raison d'avoir une remontée du multiple. Donc si effectivement, aujourd'hui, on veut être positif sur l'Europe, et qu'on pense qu'il n'y a pas de drame économique, en réalité, le secteur qui a le plus eu de révision à la hausse depuis le début de l'année, c'est le secteur que tout le monde déteste, mais c'est celui qui aujourd'hui Vaut le moins cher. vaut le moins cher. Oui. Et qui accuse pour la performance la et plus pour lequel négative. la croissance Oui, oui. est encore sous-estimée, parce qu'en réalité, les taux de la Banque centrale ont été au-delà de ce qu'on est. Je sors d'un rendez-vous avec une banque italienne qui s'appelle Banca Mediolanum. Il me disait qu'en début d'année, ils avaient prévu des marges d'intérêt qui passent pour l'année de 400 millions à 700 millions, et qu'en fait, compte tenu de la remontée des taux au-delà des estimations, ils auraient dû finir à plus de 800 millions. C'est-à-dire que par rapport à leurs propres estimations, ils sont là. Et il n'y a pas un analyste qui est là. Alors du coup, ils vont réinvestir pour aller gagner plus de clients, mais néanmoins, le message, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les banques retail vont, sauf catastrophe dans l'économie, vont devoir encore enregistrer des révisions à la hausse. Et donc, elles ne sont pas chères. Et le fait est, c'est qu'elles ont fait le marché depuis le début de l'année. Donc, elles ont monté depuis le début de l'année. Et en fait, elles ont fortement perdu En valeur. en valorisation. Parce qu'en fait, c'est le secteur qui a le plus... Elles ont fait la même perf que les indices, mais elles sont beaucoup moins chères Parce qu'en fait, on a revu à la hausse les résultats de plus de 16%. Oui, euro-dollar en un mot. 1,15, 1,17. 1,15, 1,17 fin d'année. Jeanne? Oui, on est tous dans la même fourchette parce que non, c'est pas. Je pense qu'il y a un biais, c'est que le dollar porte le risque géopolitique de façon très marquée. Donc quand on le voit dans les positions spéculatives qui restent très étendues sur le dollar. Alors on a des petits moments où elle recule un peu et puis hop, elle remonte. Donc là, on a un petit mouvement qui est une détente. C'est peut-être aussi post la réunion de l'OTAN. C'est pas si mal passé. Il y avait eu des tas de craintes autour. Oui. Et puis, il y a un peu dans les marchés l'idée que la BCE va resserrer plus longtemps que la Fed. Ça suppose que l'économie européenne va tenir beaucoup mieux que l'économie américaine. C'est pas tout à fait notre conviction. C'est très rare que ce soit le cas. Donc, effectivement, on est plutôt sur un schéma de range qui est pas, voilà, c'est pas forcément un range hyper totalement drivé. Oui, je comprends. D'accord. Non, mais c'est vrai que le mouvement sur quelques jours là est assez rapide quand même. C'est le recadrage en fait des anticipations de politique monétaire. Enfin, en gros, personne ne pensait, jusqu'à le rapport de l'ADP effectivement voyait encore l'emploi américain. Voilà, donc qu'on a eu jeudi, qui a été infirmé du coup par le rapport sur l'emploi. C'est pour ça qu'on a eu une semaine un peu délirante la semaine dernière. Donc tout ceci effectivement apportait beaucoup de volatilité, peu de visibilité finalement sur la trajectoire de la Fed. Là maintenant, globalement, c'est ce qu'on disait. La pause manifestement aura lieu. La BCE est en décalage puisqu'il y a un retard cyclique. Il y a une inflation qui est beaucoup plus... La nature de l'inflation européenne est différente. C'est-à-dire qu'en gros, elle est beaucoup plus, entre guillemets, visqueuse, pour reprendre ce terme qui est très à la mode, la sticky inflation. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'inertie, finalement, à la baisse, quand on regarde différentes métriques, le super core inflation, le core inflation, etc., ou tout ce qui est publié, par ailleurs, par la Banque Centrale Européenne. Donc, on a finalement cette inertie un peu plus forte, qui fait dire que, de toute façon, là, pour le moment, on n'est pas du tout encore, on va dire, à la cible. Donc, même si on a beaucoup d'hétérogénéité au sein de la zone euro, prends le cas de l'Espagne, l'Espagne est à 1,9, effectivement. Et par contre, en revanche, l'inflation sous-jacente, elle, aucun signe de répit. L'Allemagne, c'est pareil, ça continue. Donc est-ce qu'il faut imaginer une BCE qui ne s'arrêterait pas de monter les taux alors que la situation économique se dégraderait jusqu'à une récession pour avoir un niveau de dégradation économique qui... Non, on n'est plus sur cette BCE, entre guillemets, dogmatique, qu'on
pouvait avoir effectivement il y a quelques années. Non, la BCE est assez pragmatique, même si... Mais la réponse est toujours la même, monter les taux, quoi. Non, mais monter les taux, effectivement, c'est la seule réponse, finalement, qu'on puisse apporter contre l'inflation. Donc, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Ouais. Si la BCE ne fait rien, on lui reprochera de ne rien faire. Donc, bon, c'est un peu le problème. Et donc, in fine, oui, le décalage de politique monétaire explique effectivement pourquoi est-ce qu'on a ce taux de change qui s'envole. Cela dit, la partie change, c'est nouveau. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, là, on avait effectivement la réappréciation de l'euro face au dollar. Mais je pense qu'effectivement, ce qui explique par ailleurs les bons résultats encore des entreprises pour le Q2 et probablement peut-être encore un peu pour le Q3, c'est de la demande et de l'inflation surtout. Tant qu'on a de l'inflation est encore une fois le meilleur allié des marchés actions. Le pire ennemi effectivement des marchés de taux, mais encore une fois, cette inflation qui traîne, même si elle est sous-jacente ou autre, et ben ça effectivement, ça aide les marges, ça aide effectivement les entreprises à publier effectivement des résultats en hausse. Mon point, je suis tout à fait d'accord. Mon point était un tout petit peu différent. C'est qu'en réalité, ça, c'est une partie qui n'est pas capturée dans les attentes des analystes. Et donc, en réalité, ça va entraîner une révision à la baisse quasiment mécanique. Mais qu'on verra beaucoup plus tard. Des attentes de croissance. Et que ça, généralement, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont sensibles au taux de croissance affiché. Donc, si le taux de croissance est un peu plus bas, voilà, ça peut faire un tout petit peu tanguer. Mais effectivement, et c'est l'intérêt des marchés actions, parce qu'aujourd'hui, une des questions qui nous est souvent posée, c'est pourquoi il faut investir dans les actions ? Tout simplement parce que qu'il y a de l'inflation. Bah oui. Et que si jamais on se trompe les 6 premiers mois de l'année montrent bien que la protection contre l'inflation, on l'a trouvée beaucoup plus dans les actions qu'ailleurs. Et si jamais on se trompe sur les attentes d'inflation et qu'on a acheté des taux fixes, en réalité, on a perdu. Sur les actions, en réalité, on est sur des actifs réels. Paradoxalement, on va aussi acheter les actions s'il y a de la désinflation. Certaines, oui. Ah oui, certaines, c'est ce qui se passe là. Oui. Ouais, le Nasdaq, j'ai l'impression que le Nasdaq fait fi un peu, quel que soit le niveau des taux réels, porté par Nvidia et les autres magnifiques. Le Nasdaq est piqué à l'IA, enfin c'est n'importe quoi. Ça a toujours été une histoire un peu particulière, le Nasdaq, parce qu'il y a de l'avenir, on va dire. Il y a le futur, quelque part. Faut pas insulter pas l'IA, Mabrouk, qui va tous nous remplacer. Oui. Mais je crois que le point qui était soulevé est intéressant sur les taux de change. Et il y avait une chose marquante dans les révisions des estimations sur les derniers 3-6 mois, c'est que sur l'Europe, les révisions d'estimation de résultats étaient plutôt en hausse et un peu meilleures que celles des États-Unis. Donc c'est assez intéressant et effectivement, on peut penser que le taux de change va jouer. En même temps, il faut quand même raison garder. Quand on passe de 1,08 à 1,11, c'est pas non plus une appréciation majeure. Là, ça se fait en 5 jours. C'est pour ça que je le signale. Oui, je suis d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'en séquentiel, on passe de 1,01 à 1,11. C'est-à-dire qu'en fait, sur le S2, sur le deuxième semestre, et en fait, le premier semestre, on était à peu près stable, parce qu'on était 1,07 contre 1,08. Ouais. Gilles, continuons dans ces résultats micro et les attentes et les réponses qu'on attend dans les résultats des entreprises. Est-ce que la déception chinoise qui a été flagrante au cours du deuxième trimestre, est-ce qu'on va le retrouver dans les chiffres de certains secteurs, de certaines industries et à minima dans les discours de certaines entreprises ? On a commencé à le voir, puisqu'il y a certaines entreprises qui ont d'ores et déjà annoncé que la Chine avait redémarré moins fort que prévu. Je pense à Siemens, notamment sur la partie infrastructure digitale. À ce stade, pour moi, c'est pas très clair de savoir si c'est la Chine ou si c'est Siemens. Parce que, en réalité, quand on écoute Dassault Systèmes lors de son Capital Market Day, ils avaient plutôt le nouveau dirigeant, j'ai plus son nom, Pascal Dalloz, avait plutôt un discours assez constructif et en disant on pourrait avoir une bonne surprise. Alors, il voulait pas trop s'engager parce que les contrats peuvent être signés le 1er juillet, pas le 30. Mais globalement, il disait si on a de la chance, on pourrait peut-être revenir en croissance à 2 chiffres. Donc, il avait un message plutôt positif. Et Schneider avait un message également un petit peu plus positif. Donc, d'une manière générale, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que tout le monde s'accorde à dire que la croissance est, en tout cas sur la partie industrielle, moins importante que prévu, que pour l'instant, l'attention, elle était plutôt pour le divertissement et les sorties. Voilà, donc ça effectivement. Et le luxe, moi c'était mon idée que j'avais quand même, surtout. Non, sur le luxe pour l'instant. Parce que là pour le coup, il y a de la valo, c'est riche. Pour l'instant, sur le luxe, ça a plutôt bien tenu. Les messages étaient plutôt positifs.
Là où la partie luxe était un peu décevante, c'est plutôt sur la partie américaine. Ouais, qui avait été Chanel avait parlé de ça. Les très bonnes surprises de l'an dernier, Ouais, on s'est dit finalement ouais, le marché américain est en train de vraiment se convertir au luxe. Et là, et c'est sans doute vrai. Au parce luxe que français. La nouvelle génération, il y a des changements de comportement. Mais c'est vrai que les chiffres du premier trimestre, et il semblerait que les tendances sur le deuxième trimestre se prolongent. On est quand même, on va dire, un tassement. D'accord. Donc, voilà. Donc, les marchés l'intègrent, ça, parce que ça reste quand même des poids lourds tellement importants. On va parler de la concentration américaine. Mais... Oui, parce que c'est assez. Aujourd'hui, ça a été assez bien communiqué et assez bien fléché. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait faire baisser les titres fortement, c'est si vraiment on avait des chiffres en Chine qui soient inférieurs, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas cette prise de relais. Est-ce que la Chine est au bord de la déflation là aujourd'hui ? Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans la foulée de ce qu'on a pu voir, dans les conséquences du secteur de l'immobilier. Il y a eu quand même l'éclatement. C'est bien de le rappeler. Parce qu'on en a beaucoup parlé au moment des défaillances des promoteurs. Il y avait un peu un pic médiatique. On est encore. Eh oui, une crise immobilière, vu la taille du marché chinois, ça dure. Elle dure, hein. Ouais. Mais elle a duré, quand on a eu celle américaine, elle a duré 10 ans. Donc ça dure. Alors ils sont un peu. Et en fait, ce que vous évoquiez à l'instant, là, sur tout ce qui est de l'ordre de l'industrie, etc., le commerce mondial est aujourd'hui en croissance zéro. Partout dans le monde, on est en stagnation industrielle. On le voit surtout, les commandes Japon, Allemagne, enfin partout. Donc, visiblement, ça, c'est quelque chose qui impacte le modèle, on va dire, structurel chinois. Et la dynamique de la consommation et pas la dynamique traditionnelle chinoise. Donc ça met du temps et les autorités sont quand même assez hésitantes. On a l'impression qu'il n'y a pas d'unanimité au sein des autorités quant à une relance. Alors, ils font des petites mesures de temps en temps. Une fois, c'est une mini baisse de taux. Une fois, c'est une petite mesure pour les développeurs immobiliers. Mais on sent qu'ils sont un peu dans la foulée de... Vous vous rappelez, il y avait eu le Politburo. Oui, bien sûr. Ils avaient été assez clairs sur le fait qu'ils changeaient l'accent et que l'accent n'était plus sur la croissance. Donc, on a l'impression qu'on est un peu dans la foulée de cette... mais en même temps, c'est pas parce qu'on est sur une inflation des prix à la consommation à zéro qu'il faut parler de... Il faut quel type d'espoir il faut nourrir là sur la Chine ? Mais la Chine, en fait, je crois qu'il faut comprendre qu'elle est en transition en réalité. C'est que la transition est toujours en fait un moment un peu douloureux, surtout quand on vient effectivement de niveaux de croissance qu'on avait observé. Alors j'exclus bien sûr le Covid évidemment, mais cette transition est voulue. Elle est complètement en fait orchestrée par le gouvernement qui, comme Jeanne l'a indiqué, il y a une crise immobilière. On sait que les crises immobilières sont des crises qui sont extrêmement complexes, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et ça peut durer 1 ou 2 ans encore là. Ce poids de l'immobilier qui écrase tout en Chine. Oui. Tout bête, le Japon, milieu des années 90. Oui, c'est les références qu'on a. Donc effectivement, c'est toutes les références qu'on a et les autorités chinoises les ont également en tête. Donc globalement, la surcapacité qui a été, on va dire, déployée en Chine pour pouvoir effectivement nourrir un peu la croissance chinoise qui était extrêmement vorace, à un moment donné, on paye cette surcapacité. Et on le paye peut-être effectivement avec ces chiffres d'inflation. Alors certes, il y a toujours le débat, entre guillemets, qui n'en finira jamais sur est-ce qu'on mesure vraiment en fait l'inflation, correctement l'inflation en Chine. Bon, j'ai presque envie de répondre, on ne sait pas la mesurer déjà dans les pays développés. Je ne vois pas pourquoi on la mesurait correctement. Mais en tout cas, les chiffres qu'on a aujourd'hui en Chine montrent que historiquement, on a quand même beaucoup de croissance et très peu d'inflation. Bon, ça interpelle. Et on voit bien que le pire scénario, c'est crise bancaire, crise immobilière, crise financière, crise économique. La crise immobilière, on a eu quelques secousses. La crise bancaire, on sait bien que si le marché immobilier s'effondre, le secteur bancaire suivra. Et ensuite, tout va suivre derrière. Enfin, ce sera une crise à la chinoise, quoi. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas... Non, on ne laissera rien sortir. Oui. Mais bon, globalement, on sait combien de temps ça peut durer. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'agit pas tout de suite, le Japon, ça a pris 30 ans. Donc, et encore 30 ans, on n'est même pas certain d'être sorti de la situation. Donc cette transition est orchestrée, cette transition est organisée, elle est voulue, elle est douloureuse, effectivement, et donc c'est pour ça que Xi Jinping a clairement dit 5%, c'est challenging, faut oublier, le consensus s'obstine à voir plus, moi je comprends pas, et donc du coup, évidemment, c'est pas le retour de la Chine, c'est pas pour tout de suite, et le stimulus budgétaire, s'il interviendra, je pense que tactiquement, il faudra pas l'attendre avant fin 2023, début 2024, là où effectivement toutes les économies seront en ralentissement, ce sera le moment de stimuler. Je comprends.
Je voulais qu'on dise un mot des indices, de la gestion indicielle, des concentrations indicielles. Alors, c'est l'événement là demain. Je crois que c'est un événement assez rare, visiblement. Le Nasdaq 100 va rebalancer le poids des 7 magnifiques, quoi. Enfin, des GAFAM et de quelques autres, pour les ramener déjà sous les 10%. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Et puis, déjà, est-ce qu'il y a des enjeux un peu techniques autour de ces valeurs-là? Et ça devient un vrai sujet permanent, récurrent pour la gestion et pour les marchés. Alors, ça devient un enjeu parce qu'en réalité, un certain nombre de gérants sont mesurés par rapport à des indices et sont plus en mesure de les répliquer ou en tout cas de s'en approcher puisqu'on a des règles de gestion des risques, et donc d'éviter les concentrations. Et qu'aujourd'hui, le fait c'est que aujourd'hui, la concentration de ces indices permet plus de gérer un portefeuille versus ces indices-là. Plus généralement, je pense qu'en tant que gérant plutôt classé dans la partie active, moi j'ai toujours trouvé intéressant d'être capable de se mesurer à un marché. Maintenant, j'ai toujours pensé que la gestion indicielle, en réalité, ou en tout cas la gestion purement indicielle, c'était un outil intéressant dans un objectif d'allocation à brève échéance, à un horizon à 1 an, si effectivement vous voulez s'exposer à une hausse de marché, mais que ce n'était pas de l'investissement. Parce qu'en réalité, quand vous faites ça, vous ne financez pas l'économie. Ce n'est pas les gestions indicielles qui vont aller financer les IPO, qui vont financer les introductions en bourse. Et donc, en réalité, c'est des outils intéressants. C'est de l'investissement au sens où ça fait fructifier un patrimoine financier. Ça contribue. Voilà. Mais si on pense que la bourse, c'est pas de l'investissement de manière productif, très naïve, que le rôle de la bourse, c'est aussi de financer l'économie. Aujourd'hui, soit vous faites partie des insiders, et vous faites dans les indices, et vous avez accès au capital, soit vous en faites partie, et vous n'avez plus accès au capital. Et je pense que là, on est en train de perdre un volet important des marchés actions. Et qu'aujourd'hui, quand on entend récemment, il y avait eu un certain nombre d'augmentations de capital, on parlait de Carbios, ce n'est pas les gestions indicielles qui vont aller acheter ça. Non. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est des gestions qui sont intéressantes encore dans une idée encore d'allocation court terme, mais qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les performances sur la longue durée ne se cumulent pas et se composent. Et ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il est très difficile pour un gérant actif de battre chaque année, de battre chaque année consécutive. Mais sur 10 années cumulées, c'est possible. Mais sur 10 années cumulées, composé. Et donc pour moi, c'est un outil intéressant, mais c'est un outil complémentaire de la gestion active. Et encore une fois, c'est à avoir dans une allocation d'actifs et des objectifs qu'on peut avoir en termes d'objectifs de gestion de patrimoine. Sur le plan de la stratégie d'investissement, qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir ce groupe? Alors maintenant, c'est les 7 magnifiques. Ce groupe de valeurs qui pèse autant, qui a représenté une majeure partie de la performance d'ailleurs des actions américaines depuis le début de l'année. Il ne faut pas s'y tromper. Oui, quand on parlait de valorisation tout à l'heure, en excluant certains secteurs en Europe, je pensais au fait que si on les exclut aux États-Unis, enfin, si on exclut tout, il n'y a plus rien, quoi. Mais qui est beaucoup plus raisonnable. Bien sûr. Et une performance du Nasdaq qui est beaucoup moins brillante. Ah bah bien sûr. Absolument. Alors en général, les moments de très forte concentration, c'est plutôt des moments de vulnérabilité. De fin de cycle. Pas forcément de fin de cycle, mais de vulnérabilité, parce que ça veut dire que vous êtes vulnérable, vous avez moins de diversification. Ces boîtes n'ont pas l'air vulnérables quand même, quand on les regarde une par une. Non, c'est pas les boîtes qui ont l'air. Moi, je ne les pense pas vulnérables. C'est les indices. C'est leur valorisation. Et du coup, ça veut dire que le marché. Non, les boîtes sont pas vulnérables. Non. Mais ça veut pas dire que le marché s'est pas emballé sur certaines et que les valorisations sont pas un peu. Ils sont quand même vulnérables. Un petit peu, voilà. Et ça traduit quand même une concentration du mode de pensée. Et que tout le monde est positif dessus. Ça veut dire qu'en réalité, elles sont beaucoup plus exposées je comprends. à un changement. Quand tout le monde est positionné sur ces titres-là, la question c'est qui va être l'acheteur marginal. Est-ce que ça s'élargit un peu quand même? On voit un élargissement un petit peu. Les petites valeurs ont commencé à profiter on voit le Russell 2000 des marchés, c'est intéressant. Le Russell ou même en France, les petites valeurs, en Europe, petites valeurs aussi commencent à s'élargir un peu.
sans quitter totalement les 7 magnifiques, on peut regarder d'autres pans du marché. On a l'impression, Oui, c'est ça la difficulté, c'est que c'était une espèce de vampirisation un peu de tous les flux qui allaient uniquement sur ces 7 méga caps, effectivement. Enfin, elles étaient 5, maintenant elles sont 7. Ça s'élargit. Ça s'élargit, finalement. Donc, c'est plutôt, est-ce qu'il faut voir ça comme une bonne nouvelle? Pas forcément, puisque finalement, quand on voit finalement le reste à financer, il y a quand même encore beaucoup de boîtes à financer. L'allocation du capital n'est pas forcément optimale. Et ces boîtes-là, par ailleurs, sont vulnérables quand même à un point. Elles l'ont été en 2022, on l'a bien vu, c'est les taux réels. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident sur les taux réels, parce que vu effectivement la taille et ce que ça représente vu ce qu'elle représente effectivement dans les indices, ça peut rapidement venir. Donc, on ne sait jamais. Après, c'est des boîtes qui peuvent se remettre assez vite et assez rapidement d'un petit coup de tabac comme elles ont connu en 2022. Bien sûr, surtout c'est que quand on joue des paris de croissance, évidemment, c'est elles qui vont bénéficier de ces paris en premier. Mais encore une fois, est-ce qu'on a envie effectivement de rajouter à ces niveaux-là de la volatilité dans les portefeuilles? Question de risk management. Et moi, j'ai quand même une marotte, c'est que cette puissance financière, parce que ça traduit une puissance financière, ça traduit aussi peut-être une vulnérabilité vis-à-vis du régulateur. Ben oui, mais non. Avec l'IA. Ben non, regardez, Lina Khan, qui était la grande pourvoyeuse des GAFAM nommée par Biden à la tête de la FTC, elle vient de se faire retoquer. Alors, elle fait appel sur Microsoft Activision Blizzard. Avec l'IA, c'est plus possible. C'est la guerre. Ouais. Non mais c'était un point que je voulais soulever avec vous justement. C'est moins, en tout cas intuitivement, on en tôt pour les régulateurs d'intervenir sur un. Alors qu'il y a un an ou un an et demi, au début du mandat de Biden, c'était la vraie volonté. Vous allez voir ce que vous allez voir. Sur l'IA, c'est trop tôt. L'IA, c'est trop tôt. Bah oui. Sur l'IA, c'est trop tôt maintenant. Oui, mais donc ça veut dire que ces boîtes-là, on peut pas les toucher. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, Amazon est en train de contester le fait d'être touché par le DMA, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que ça peut leur faire mal, et qu'en réalité, on est en train de... Le problème, c'est que cette régulation, elle ne se met pas en place du jour au lendemain, c'est long à mettre en place, elles vont rentrer, et que, à la fin, je veux dire, on a eu déjà dans le passé des moments où le marché américain était très concentré. Mais c'est pas l'Europe qui va casser ces groupes-là. Mais c'est les États-Unis qui ont Mais tous les présidents américains ont essayé, effectivement. Mais Trump lui-même avait essayé, ça n'a pas réussi. Enfin, tout le monde essaie. Ils ont réussi avec la Standard Oil. Et ils ont réussi avec... Ça a pris des années, Oui, c'est ça. Mais là, ils sont de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux. Mais moi, c'est un peu le point. Je rejoins Jeanne là-dessus. Avec l'ouverture de l'IA face à la Chine, toujours, est-ce que c'est le moment de faire du mal à ces entreprises qui ont les moyens de mener la guerre de l'IA, quoi. Exactement. Et surtout pas dans une année électorale en 2024. En plus. Oui, il y a une élection. Et dans un monde géopolitique complexe. Oui. VUCA, c'est ça, vulnérable, incertain, complexe. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Mabrouk Chetouane, Natixis IM et Gilles Guibou, AXA IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à nous focaliser sur la sphère émergente pour essayer de dresser déjà un bilan de la première partie d'année 2023 pour le monde émergent sur le plan des actifs émergents et de la macroéconomie. Thaïs Battista est avec nous, gérante et spécialiste des émergents bien sûr chez Shelter Prince Gestion. Bonsoir Thaïs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Toujours un exercice difficile évidemment de parler de l'univers émergent qui est un univers très vaste avec des situations locales parfois très spécifiques. Néanmoins, si on veut avoir une photo un peu globale de la manière dont la sphère émergente a traversé cette première partie d'année 2023, quels sont peut-être les quelques points clés qu'il faut avoir en tête, Thaïs ? C'était une période très positive, surtout pour les obligations locales des pays émergents, l'Hongrie, le Mexique, le Brésil. Ils ont bien profité des taux super élevés. Les devises aussi ont beaucoup monté. On voit les Brésil, par exemple, qui a un taux réel de presque 11%, parce que les taux nominaux, c'est presque 14%, l'inflation sortie à presque 3%. Alors, on ne voit pas ça nulle part ailleurs. Nulle part, oui. Oui, et les devises, certaines de ces devises, effectivement, ont très bien tenu face notamment, alors il y a eu toute la force du dollar qu'on a connue au cours de 2022, mais ça a été un stress test réalisé de manière positive pour certains de ces émergents. Oui, tout à fait. Et on voit en fait que
tous les fois que la Fed commence un cycle de hausse des taux, on a des problèmes. En fait, l'année de 2022, c'était l'année qui marquait la baisse des marchés, pas seulement pour les marchés émergents, mais pour tous les marchés. Et ça, c'était la partie négative de la hausse des taux de la Fed. Mais 2023, c'était plutôt un peu la récupération. On voit déjà depuis fin 2022, les obligations corporate qui ont bien monté. Payé, ouais. Oui, fin octobre jusqu'à février, à cause aussi de la Chine, parce qu'on a eu un peu d'espérance. J'ai vu que vous avez parlé de la Chine avant, et je me dis, qu'est-ce que je peux parler de la Chine après ça, mais il y a beaucoup de choses à parler de la Chine. On va essayer de trouver des situations positives en Chine. Mais globalement, vous dites, ouais, les marchés émergents, les banques centrales des grands pays émergents ont fait le job. Elles ont plutôt bien fait le job, en tout cas peut-être mieux que dans les cycles précédents. Et aujourd'hui, sur le plan macro, qu'est-ce qu'on peut dire des équilibres? Est-ce qu'on a une baisse de l'inflation dans ces pays? Est-ce qu'on a une croissance qui reste à la hauteur des attentes qu'on peut avoir pour ces quelques grands pays de la sphère émergente, Thaïs? Oui, la baisse d'inflation sur les marchés émergents, ça sortit d'une manière plus forte et avant les marchés développés. Parce que les banques centrales des marchés émergents ont commencé à monter les taux d'entrée un an avant. Ouais. Alors, le Brésil a commencé en mars 2021 et la Fed a commencé en mars 2022. Aussi, il faut voir la différence entre les composants d'inflation qui, dans les marchés développés, c'est plutôt les services. Et les marchés émergents, c'est plutôt l'alimentation, l'énergie qui a bien baissé. Et les services, comme on savait, il n'y a pas... Et c'était un peu plus résiliente à cause des loyers, des coûts des main-d'œuvre, parce que les chômages, il est super bas. Alors, hier, on a eu les premières... bonne nouvelle sur l'inflation des marchés développés avec les États-Unis, mais c'était pas comme ça avant. Non, mais c'est très intéressant. J'ai l'impression que par rapport aux crises précédentes, alors il y avait les Fragile Five, effectivement, mais qui sont plus là aujourd'hui. En tout cas, peut-être que ce sont d'autres pays fragiles, mais ceux qui étaient fragiles il y a quelques années ont prouvé une forme de résilience, effectivement, dans ce cycle. Je regardais l'écart de coût de financement des États émergents en moyenne par rapport aux États développés est revenu à moins de 3%. C'est un plus bas historique. Il y a vraiment une crédibilité que certains pays émergents ont gagné ou regagné à travers la gestion de cet épisode d'inflation. Oui, certainement. Et cette cycle de hausse de la Fed, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu avant. Imagine que dans les années 90, il y avait hausse de la Fed, 40 pays qui étaient en difficulté, tequila crisis, les sud-est asiatiques. On ne voit pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois des pays comme l'Inde qui est en train de grandir et de grandir à presque 7% des PIB. C'est dans une ambiance des hauts des taux d'entrée. Alors, les moments que les taux d'entrée vont tomber, qu'est-ce qu'on va voir là? Oui, ce sera peut-être encore un boost supplémentaire pour ces pays-là. Parlons de la Chine. On a vu le côté négatif de la situation chinoise dans la partie précédente. Voilà. Aussi parce qu'il y a beaucoup de choses crise immobilière, effectivement, difficulté de relancer. Néanmoins, si on regarde un peu dans le détail, évidemment qu'il y a des segments, des secteurs, des industries qui sont aujourd'hui privilégiés par le pouvoir politique en Chine. Et donc, il y a des situations, j'imagine, pour l'investisseur, qui sont quand même des situations d'opportunité, Thaïs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Bien sûr, oui. Les voitures électriques, ça marche super bien. En fait, il y a beaucoup d'aides du gouvernement pour faire des investissements et pour les gens pour acheter les voitures électriques. En fait, BYD, ils sont en train d'ouvrir des usines partout au Brésil. Ils sont en train de vendre, c'est un peu les Tesla des gens, de vendre des voitures électriques partout. Et c'est récent. Et c'est une chose qui ça a commencé, ça a monté exponentiellement dans les dernières 2 années. Aussi, les tourismes, ça passe bien. Il y a tous les airlines en Chine qui sont en train, des aériennes qui sont en train de monter bien. Les tourismes, les services
la grande distribution. Les plus grands problèmes de la Chine, c'est les secteurs immobiliers. Ouais. Et ça peut durer encore quelques années parce que c'est... Ouais. C'est un peu la conclusion à laquelle on arrivait avec les invités précédents. Exactement. Mais même vous dites sur le plan de la consommation interne domestique, à travers les loisirs, la restauration, hôtellerie, etc. On a beaucoup parlé de la déception de la reprise du consommateur chinois avec une épargne excessive qui est peut-être aussi en partie une épargne de précaution. Vous dites qu'il y a quand même de la consommation aujourd'hui en Chine. Oui, il y a Haidilao qui fait d'argent, il y a les gens qui voyagent de niveau au-dessus avant les Covid, pendant les jours fériés, des Golden Week et tout ça. Alors, même les jours gaming, Macao, ils n'ont pas arrivé au niveau pré-Covid encore, mais ça marche plutôt bien. Je n'ai pas des préoccupations à ces secteurs-là. D'accord. Globalement, là, quand vous regardez les prochains mois, les 6 prochains mois, le reste de l'année 2023, en tant que spécialiste des émergents, j'allais dire presque toute classe d'actifs confondus, tout pays confondu, quelles sont les idées fortes que vous avez envie de mettre justement sur le devant aujourd'hui, Thaïs, les convictions où vous vous dites que là, il y a peut-être le plus de gains à avoir peut-être? Alors, l'Inde, comme j'avais dit, il y a une forte croissance des PIB qui s'est poussée par les gouvernements avec des investissements dans les PPP pour faire l'infrastructure du pays qui n'est pas là. Ils ont besoin des autoroutes, des aéroports, des énergies renouvelables. Ils ont s'est mis un bout de faire 500 gigawatts des productions électriques jusqu'à 2030. C'est pas même, je n'appelle pas même ça en transition climatique parce qu'en fait ils ont besoin c'est la construction. Exactement. Ils vont déjà construire d'infrastructures de puissance, quoi. Oui. Parce que jusqu'à l'année dernière, ils avaient des coupes d'électricité parce qu'avec la croissance, il y a plus des besoins d'électricité et ils n'ont pas la capacité. Et la démographie en Inde est meilleure qu'en Chine, on sait. Et aussi, ils n'ont pas des soucis géopolitiques. Et ça, on le joue comment? On le joue sur le marché action, on le joue à travers de l'infrastructure, de la dette infra. C'est quoi les meilleurs actifs pour jouer l'Inde selon vous? Moi, je joue surtout sur la dette infra et les actions, c'est un peu difficile parce qu'elles sont toujours chères. Oui, en Inde, c'est toujours cher. 23 times. 23 fois les résultats. Mais si vous voulez les actions, les Brésil est 7 fois, toujours moins cher que l'historique de Brésil, moins cher que les autres émergents. Et les perspectives pour les pays, je trouve vraiment intéressant. La devise, elle n'est pas chère, elle a déjà valorisé un petit peu, mais pas beaucoup. Les taux d'entrée sont encore super élevés. On peut peut-être avoir des bouts du coupe de baisse de taux, bien sûr. En août. Parce que l'inflation est en train de sortir plus bas qu'attendu, les PIB plus haut qu'attendu, les chômages meilleurs qu'attendu, et ils ont passé les budgets au Sénat, et ça met quand même un peu des disciplines sur les dépenses des gouvernements, et ils sont en train de voter une réforme des impôts. Ça va être super important pour les pays aussi. Alors, je vois plusieurs raisons pour aussi aller au Brésil. Vous avez cité le Mexique aussi, Thaïs. Les Mexiques, il y a... Le fait d'être proche géographiquement des États-Unis, est-ce que c'est un atout pour le Mexique en tant qu'investisseur aujourd'hui? C'est bien ou non, ça dépend comment on voit, parce que parfois on se dit, est-ce qu'on va avoir une récession aux États-Unis, ça va impacter les Mexiques, mais je pense qu'on est au-dessus de là, parce que les Mexiques, ils sont en train d'attracter beaucoup d'investissements à cause du nearshoring. C'est une thématique, ça a commencé en 2018 avec des Trump tariffs et ça continuait avec les Covid parce qu'il y avait beaucoup de problématiques sur la logistique avec les importations de Chine. Et maintenant, ça continue encore avec l'évolution de la guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a Tesla qui ont dit qu'ils vont investir 5 milliards sur une usine au Mexique. Et il y a plusieurs usines automobiles là-bas déjà. Alors, le Mexique, c'est aussi intéressant. Et l'Indonésie. Oui, l'Indonésie aussi. C'est un peu pareil comme l'Inde, mais beaucoup plus petit. Mais les gouvernements sont en train d'orchestrer une croissance, en train de se dire
tous les automobiles, les usines automobiles qui veulent acheter notre nickel pour faire des batteries pour les véhicules électriques, installez-vous ici et faire votre usine ici au lieu de seulement explorer notre sous-sol. Oui, je comprends, le sol. Oui, donc c'est la guerre des incentives, quoi, en fait, c'est ça, pour capter de la valeur industrielle dans ces pays riches de matières premières comme l'Indonésie. Exactement. Merci beaucoup Thaïs, merci pour l'exercice de ce tour d'horizon émergent en un peu plus de 10 minutes. Thaïs Battista qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérante et spécialiste émergent chez Schelcher Prince Gestion.